Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer pour les informations de la mi-journée. Voici les titres de votre journal. Dans quelques jours, la communauté musulmane va célébrer la Tabaski, une fête religieuse qui est la plus grande du calendrier lunaire. Pour une bonne célébration, les fidèles doivent se conformer aux prescriptions des Saintes Écritures. Reportage à suivre. La tradition de la fête implique l'immolation de moutons en mémoire du sacrifice d'Abraham. En ces temps de cherté de la vie, les prix des bêtes sont élevés et les clients se font rares. Notre équipe de Parakou a fait une descente dans des marchés à bétail de la ville. Le premier salon béninois de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle s'ouvre officiellement demain à Cotonou. Sont attendus les acteurs du secteur numérique du Bénin et de l'international. Les objectifs des assises et le programme des activités ont été annoncés à la faveur d'une conférence de presse. Dans quelques jours, au Bénin comme dans le reste du monde, des milliers de bêtes, dont le mouton, seront sacrifiés pour la commémoration de la fête de la Tabaski. Il s'agit de la plus grande fête du calendrier musulman, une célébration tellement importante que les Saintes Écritures, mesdames et messieurs, préconisent certaines dispositions que doivent prendre les fidèles pour vivre pleinement les grâces de ce jour d'adoration. Melvina Chabi a interrogé quelques imams sur ces recommandations. Voici son reportage. La Tabaski est une fête en commémoration de l'histoire du prophète Abraham. Elle est célébrée le 10e jour du mois de Zulhijjah, qui est le 12e mois de l'année lunaire. Mais avant le jour J, le fidèle musulman doit dire des prières bien précises. Il s'agit de la takbirat. Avant le jour de cette fête, et répéter ce que nous appelons la takbirat. C'est de fait de glorifier le nom d'Allah, comme Allah l'a dit, وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et cette formule c'est dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Ce sont des invocations qu'on commence par répéter depuis que le mois de Zulhijjah s'est apparu, et c'est recommandé de faire cette répétition surtout le jour de la fête, même avant d'y aller à la place d'Eid. Et aller à la place d'Eid, c'est ça qui interprète même que le fidèle célèbre ou bien fête la fête de Tabaski. Le samedi 9 juillet sera le jour de la fête de la Tabaski. Alors, le musulman qui veut va laisser ses poils, ses ongles, et c'est après l'immolation qu'il va se purifier. S'il veut il ne peut pas laisser, il peut les couper s'il veut, il peut les laisser s'il veut. Ce n'est pas une condition obligatoire. La prière du jour de la Tabaski est obligatoire pour le fidèle et pour cela, le musulman doit aussi avoir des comportements exemplaires que rappelle ici l'islamologue. Tu ne peux pas rester à la maison pour dire que tu vas seulement immoler, tu iras à la prière. Et pour aller à la prière, nous avons plusieurs comportements. Se purifier, s'habiller proprement, de beaux vêtements, prendre par un chemin et prendre par un autre au retour, se saluer, arriver à la place du Eid, il ne faut pas faire des nafil, il faut attendre, nafil comme nous l'avons l'habitude de l'appeler, et attendre l'imam jusqu'à commencer la prière. Et ne pas oublier que cette formule doit être répétée lorsque tu as quitté la maison et répétée lorsque tu es à la place de Eid. Ceci, faut pas manger avant d'y aller à la place. Ce qui veut dire que le musulman sort de la maison ce jour de la fête à jeun, il ne mange pas. C'est après la célébration de la prière de Eid qu'il va pouvoir manger. Et après la prière de Eid, il immole sa bête et de là, il a célébré la fête de la Tabaski. Après avoir immolé les moutons, il va se purifier parce que il y a ici, la personne avait laissé les ongles, les barbes, il va se purifier
comme d'habitude. Ça, c'est le côté spirituel. Mais le côté social, c'est de se saluer, de se visiter, de se partager les mets, la viande, comme c'est la fête de mouton, comme Allah l'a dit, pour que nous mettons la joie en nous, dans notre famille. Allah n'oblige aucun fidèle à sacrifier de bêtes le jour de la Tabaski. L'Aïd el-Kébir, après tout, n'est pas que réjouissance, c'est d'abord l'adoration d'Allah, insiste Rafiou Cheikh. Qui n'est pas musulman ne peut pas sacrifier un mouton le jour de la Tabaski. La fête, c'est une adoration. Je dis cela pour attirer l'attention des musulmans sur ce que la fête, chez nous, ce n'est pas seulement objet de réjouissance. Il y a l'adoration. Et qui dit adoration, dit les interdictions d'Allah. Qui dit adoration, dit tout ce que Dieu veut que le musulman fasse. Ce sont là des dispositions importantes que doivent prendre tout fidèle musulman pour passer de bons moments de fête en famille. Et vous le savez, l'animal vedette de cette célébration, c'est le mouton. Généralement, à pareil moment, les marchés à bétail sont pris d'assaut par les fidèles qui s'arrachent les bêtes à immoler. Mais actuellement, il n'y a pas grand monde sur les sites de vente. À Parakou, par exemple, les clients se font désirer. C'est le constat de notre équipe. Reportage Mathilde Savi, Boris Arissou. Parakou, ville fortement islamisée, semble plongée dans une relative indifférence à cette veille de la Tabaski. Seule l'intensification des pâturages des moutons au bord des rues et le transport sporadique des moutons à moto rappellent brièvement l'imminence de cette fête. Plusieurs raisons expliquent cet état de choses. On a trouvé ce qu'on veut, mais le prix, il faudrait qu'on arrive à s'entendre. Parce qu'à partir du moment où on te dit un mouton à 260 000, un mouton à 300 000, un mouton à 150 000, vous voyez. Donc avec la morosité économique, les moutons, effectivement, si on voit les années passées, hein, si on fait 2-3 ans en arrière, avec 50 000, 60 000, 70 000, tu avais un bon mouton. Aujourd'hui, on te montre le mouton de 70 000, toi-même dans ton cœur, tu te dis, je suis en train de le faire malgré moi. Tu ne sens pas que ça vaut vraiment le coup qu'il vaut. À partir du moment où les gens savent que c'est un acte qui est imposé à tout musulman et nous allons courir pour faire chose, il y a des surenchères. Les gens, aussi il y a d'autres qui viennent. Lorsque les étrangers amènent, ils viennent en même temps pour faire écran entre eux et nous. Au lieu de les laisser vendre leurs choses directement, non, c'est eux qui les reçoivent comme si c'est leurs hôtes qui sont venus et ils font du surplus. Morosité économique ou cherté des bêtes. Selon les propos de quelques vendeurs sur le marché de bétail de Guéma à Parakou, les clients sont rares malgré les prix revus au rabais. Vraiment, le marché, à l'heure actuelle, bon, nous sommes tous convaincus, nous traversons une période de morosité économique. Donc nous avons faire avec les moutons que nous vendons au préalable, les ans antérieurs à 150 000, compte tenu du temps et tout le monde le sait. Donc l'argent n'y est pas. On a essayé de rabaisser le prix à amener jusqu'à 120 000. Tu vois, il y a déjà 30 000 de réduction. En ce qui concerne le marché, on ne peut pas sourire largement parce qu'il dit vrai, c'est un peu dur. Si je fais une comparaison à l'année passée à pareil moment, j'étais déjà à 50% de vente. Bon, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'affluence. Bon, c'est rarement les gens sortent. Même ceux qui viennent, c'est juste pour demander de repartir d'abord. Bon, franchement, on ne sait pas. Tous ceux qui viennent disent que bon, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Voilà que nous aussi, on a pris ça avec un prix élevé. Donc, on est obligé aussi de trouver un peu dedans. On a dû diminuer un peu le prix, puisque franchement, on sait que ça ne va pas. Donc, on a dû casser un peu le prix quand même, puisqu'il faut que ça nous arrange un peu quand même. Conscients du devoir ultime que doit faire le musulman le jour de la Tabaski, les vendeurs de bétail invitent la population à sortir car chacun aura sa part. Ils vont venir quand même. On a espoir qu'ils viennent. Puisque nous sommes là pour vendre. On a espoir qu'ils viennent. Tout compte fait, on va s'entendre. On va s'entendre. Mais si c'est comment l'argent que le client a, on va essayer de s'entendre quand même. Donc nous implorons Dieu et toutes les populations que les gens n'ont qu'à venir, à se tiennent
le marché est encore bon. Pour émousser l'ardeur des fidèles musulmans à honorer leur foi en Allah, il faudra beaucoup plus car quel que soit le prix du mouton, la tabaski aura lieu. Voilà qui est bien dit. Dans tout un autre registre à présent, transformer le Bénin en plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. Telle est la vision du chef de l'État. Pour concrétiser donc cette ambition, le ministère du Numérique et de la Digitalisation organise la toute première édition du Salon béninois de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle, SINA. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse. Du 7 au 9 juillet 2022, les acteurs majeurs des technologies d'information et de la communication venus de la sous-région et hors du continent échangeront autour de la promotion numérique et des enjeux stratégiques de l'intelligence artificielle. Selon le rapport e-Economy Africa 2020, grâce au développement de l'Internet et des services numériques, le marché du numérique en Afrique pèsera 180 milliards de dollars en 2025, soit environ 5,2% du PIB du continent. Ces chiffres indiquent à suffisance que l'économie numérique est un marché en plein essor sur le continent africain. Depuis 2016, les actions ont été menées pour redynamiser le secteur afin de mériter la confiance des investisseurs. Le secrétaire général adjoint du ministère du Numérique et de la Digitalisation explique ce à quoi on peut s'attendre à la fin de ce salon. L'objectif général du CENIA, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat numérique avec un accent particulier sur les enjeux stratégiques, socio-économiques, politiques et éthiques des sciences de la donnée et de l'intelligence artificielle en Afrique et au Bénin. Le résultat attendu du CENIA est d'impulser un élan à l'émergence de l'entrepreneuriat numérique innovant au Bénin. Il se tiendra durant 3 jours en présence de plusieurs autres personnalités, partenaires clés et acteurs directs et connexes du secteur du numérique. Il sera marqué par des conférences, des rencontres d'affaires, des expositions et vous vous en doutez, des événements spéciaux. Ces échanges de 3 jours portent sur le thème « Entrepreneuriat numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique ». Un thème choisi à dessein pour proposer des pistes de solutions en vue d'impacter directement la population à la base. Les activités organisées autour de ces thèmes à l'occasion des 3 jours du salon permettront de réunir dans un même creuset les principaux acteurs et partenaires de l'écosystème du numérique pour échanger sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat numérique et à l'intelligence artificielle. Présenter les innovations, les solutions et les idées prometteuses dans le secteur du numérique, offrir aux participants un cadre d'affaires entre professionnels du secteur du numérique en vue de l'établissement d'accords de partenariat technique, financiers ou commerciaux. Échanger avec les acteurs de l'écosystème du numérique sur les grands axes de la stratégie IA du Bénin. Ces activités permettront d'élaborer une proposition de démarche pour la valorisation des solutions innovantes et contribueront à l'établissement d'accords de partenariat techniques, financiers ou commerciaux entre professionnels et acteurs du secteur du numérique. En dehors des officiels conviés à ce salon, les étudiants et le grand public passionné des questions numériques sont aussi attendus. Un magazine dans la suite de cette édition sur cette situation sociale qui semble prendre de l'ampleur dans notre société. Il s'agit de la monoparentalité. C'est le fait pour un enfant de ne vivre au quotidien qu'avec l'un de ses 2 parents. Les causes sont nombreuses, mais la rupture d'un couple ou le décès de l'un des 2 partenaires sont des raisons qui reviennent le plus souvent. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage qui s'intéresse à l'impact de cette situation sur l'éducation des enfants issus de cette relation. La monoparentalité est depuis les années 80 devenue un phénomène de société considéré par beaucoup comme mettant en danger la structure familiale. Les familles monoparentales se font de plus en plus constater au Bénin.
Mais en réalité, que faut-il comprendre de la monoparentalité? Une famille monoparentale est une famille qui comporte un seul parent élevant ou assurant l'éducation des enfants. La monoparentalité est une configuration familiale au sein de laquelle un seul parent, au cours des désintégrations de la biparentalité qui s'observe, un seul parent arrive à constituer la famille et donc à s'occuper de l'éducation affective, l'éducation scolaire et aussi à assurer la responsabilité économique, donc financière des enfants. Tout comme le psychologue, la monoparentalité est vue presque de la même façon pour le sociologue. Elle a donc diverses causes indépendantes des conjoints, à savoir le décès. La parentalité a diverses causes. Pour la plupart, c'est peut-être un décès des parents ou c'est peut-être un divorce où le père et la mère ne sont plus ensemble ou peut-être un des parents se retrouve en poste diplomatique, par exemple, il va en mission, il va faire 1 an, 2 ans, 3 ans et plus. Et donc, l'autre parent est ici. La première cause vient de ce que les parents ne se comprennent forcément pas. À partir de ce moment, le divorce intervient. Il y a peut-être la mésentente. Lorsque l'amour déserte le forum entre les deux êtres, les deux parents ne regardent plus dans le même sens. C'est difficile, c'est la débandade. Moi, je vois beaucoup plus la fuite de responsabilité. Moi, je n'ai pas perdu mon père, mais depuis mon enfance, ma maman a enchaîné des enfants, ce qui a fait que je n'ai pas grandi depuis l'enfance avec mes parents. Donc, j'ai grandi tout le temps avec mes grands-parents. Maman, papa n'ont pas forcément pris soin de moi. C'est à un moment donné que j'ai retrouvé maman seule. Papa, à un moment donné, a rejeté toutes les responsabilités. Et c'est maman seule qui a géré. À un moment donné, j'étais atteint psychologiquement. Moi, je suis dans le cas de ma mère. Je vis avec ma mère. C'est elle seule qui prend soin de moi, également de mes sœurs. Souvent, je ressens le ressentiment que mon père me laisse, puisque j'ai vraiment besoin de lui dans ma vie. Puisque un père, c'est quelque chose de primordial. Il faut qu'il me donne certains conseils de la vie qui m'aideront à avancer. Des fois, je ne veux parler à personne, j'aime rester seul dans mon coin. Ce phénomène bien constaté dans notre société n'est pas sans conséquences. Elle impacte l'éducation et touche la psychologie de ces enfants dans le cas. Lorsque on demande où sont les parents, ou dans certains cas vous allez à l'école, on demande les parents. Quand vous regardez à côté, vous ne voyez pas vos parents, c'est difficile. Lorsque vous êtes monoparental et que vous voulez vous marier, je prends le cas d'un garçon qui veut se marier, et que maman n'est pas là, et que c'est papa, pour aller demander la main de la femme, c'est très difficile. C'est une tante qui peut-être ne vous aime pas, qui va s'occuper de ça. C'est peut-être un oncle qui ne vous aime pas, mais qu'on est obligé d'aller chercher pour négocier, et négocier tout ce qu'il faut dans ce domaine-là pour vous. Ce n'est pas facile. Parce que la belle famille va dire, tu n'as pas de parents, tu n'as personne, donc on est obligé d'aller chercher quelqu'un que peut-être on ne veut pas, mais on est obligé d'aller vers. Ou encore, vous allez quelque part et pour faire le mariage, vous constatez que vous avez un seul parent, c'est un autre parent, un oncle ou une tante qui supplée à la place de ma mère ou qui supplée à la place de mon père. Parfois, ce n'est pas complet. La joie n'est pas complète. Quel que soit ce qu'on dit, ce n'est pas toujours complet. C'est vrai que des gens arrivent à réussir. Ce n'est pas 100% zéro, mais le géniteur est toujours géniteur. L'enfant n'a plus les deux sons de cloche. Normalement, il doit être éduqué par son père et sa mère. Si l'un d'entre eux quitte, c'est que forcément son éducation devient estropiée. Dieu a justement trouvé que quand il a créé la femme ne pourrait quand même pas rester seule. Donc il a créé l'homme. En même temps où ces deux-là ne sont quand même pas là pour participer à l'éducation, je pense qu'un seul parent participait très bien à l'éducation de ses enfants, même si entre-temps cela ne serait pas facile. Parce que si je prends une médaille, nos mères, elles sont toujours là du début jusqu'à la fin. Les pères ne sont forcément pas dans cette même dynamique. Les pères sont plutôt là comme des ordonnateurs dans le sens où il faut forcément donner l'argent de la contribution, le reste on s'en fout. Contrairement à nos mères qui sont là pour veiller aux petits détails quand il s'agit de l'éducation dans toute sa généralité. Une famille, c'est papa, c'est maman, c'est les enfants. Vous allez constater que parfois on rencontre des personnes qui
qui ne savent pas parler aux gens. Oui. C'est parce que peut-être cette personne n'a pas vécu avec ses deux parents. N'est toujours pas une réaction normale. Quand à un moment donné de la vie, l'enfant réalise que jusque-là, c'est maman seul qui prend soin de moi, ou jusque-là, c'est papa seul qui prend soin de moi, ou réalise peut-être que l'un des parents est décédé et que c'est l'autre qui prend soin de lui, il est atteint psychologiquement. Un enfant qui se retrouve seul cherche toujours à se défendre dans tous les domaines, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan et travail. L'enfant se défend pour dire, si je ne m'engage pas, si je ne m'efforce pas, si je ne relève pas des défis, je ne ferai pas devenir ce qu'on peut appeler un enfant déviant dans la rue. L'éducation étant le socle du développement et la base du savoir-vivre en société, il revient donc comme obligation aux parents de l'assurer. Il y a un conseil à prodiguer à ses parents, c'est de surtout penser à l'avenir des enfants. Parce que comme je me le dis souvent, les enfants qui naissent, les enfants qui viennent au monde ne demandent forcément pas ce droit ou bien ne demandent forcément pas à naître. Donc après, quand on pose un acte, c'est bien, mais assumer les responsabilités qui découlent de cet acte serait encore plus bien. Vous savez, d'abord, il faut nécessairement que le mariage soit basé sur le pardon mutuel. C'est-à-dire comprendre l'autre tel qu'il est. Il faut que la femme puisse diminuer quelque chose de son éducation, accepter l'autre comme cela se doit, et que l'homme aussi puisse le faire vice-versa. C'est ça, c'est d'abord, il faut le pardon. Voilà, c'est sur cet élément de Flavia Kodjovi que prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous sur l'ensemble de nos canaux digitaux, Facebook, Twitter, YouTube et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin. Très bel après-midi à tous.